Bonsoir et bienvenue à cette séance d'information sur les programmes offerts à distance en éducation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mon nom est Jessica Gagnon, je suis agente de recrutement pour l'UQAT et puis il me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour animer cette séance d'information. Avant de débuter, j'ai quelques points d'information à vous donner. Tout d'abord, la séance d'information sera enregistrée puisque nous allons la partager aux personnes qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Et puis, votre micro et votre caméra sont fermés. C'est tout à fait normal. Donc, si vous avez des questions ce soir, vous allez pouvoir utiliser l'outil questions et réponses qui se trouve au bas de votre outil Zoom. Nous allons avoir nos collègues Mylène Poirier, qui est coordonnatrice à la formation à distance en éducation, et Sylvie Bergeron, qui est technicienne au département à l'unité d'enseignement et de recherche des sciences de l'éducation, qui seront derrière leur écran pour répondre à vos questions. Toutefois, ce sera possible à la fin de la séance d'information. Nous allons procéder à une période de questions. Donc, certaines des questions les plus populaires vont être posées à nos invités. Si vous avez un problème au cours de la séance, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse recrutement@ucat.ca. Et en étant avec nous, en étant présent ce soir avec nous pour cette séance d'information, vous pourrez bénéficier d'une admission sans frais. Donc, je vais pouvoir vous donner les informations à ce sujet plus tard au courant de la séance. Donc voilà, je vais vous expliquer le déroulement de la séance de ce soir et également vous présenter les invités qui seront avec nous pour vous parler des programmes. Donc tout d'abord, nous avons M. Bernard Harvey. Bonsoir Bernard, Bonsoir, qui est professeur de didactique du français et responsable des certificats en accompagnement à l'enseignement primaire et le certificat en accompagnement à l'enseignement secondaire. Et nous avons également Mme Louise Lemieux. Bonsoir Louise. Louise, qui est professeure et responsable des microprogrammes de premier cycle en développement de l'efficience personnelle et professionnelle, ainsi que du microprogramme de deuxième cycle en médiation, en enseignement et en développement de l'efficience cognitive. Donc, bonsoir à vous deux. Au courant de la séance, nous allons également avoir Karine Richer, qui est chargée de projet en formation à distance, qui viendra en fait nous présenter les modes d'enseignement offerts en formation à distance à l'UQAT. Et nous allons également avoir des témoignages de personnes soit finissantes ou diplômées des programmes qui seront présentés ce soir. Nous allons également avoir une présentation des services qui sont offerts aux étudiants de l'UQAT et une vidéo sur la reconnaissance des acquis et des compétences. Et tout ça en terminant avec une période de questions. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter la séance d'information avec M. Harvey. Donc, nous allons débuter par le certificat en accompagnement à l'enseignement primaire. Donc, c'est vraiment un programme qui existe depuis plusieurs années. À l'UQAT, c'est un programme qui est reconnu. Donc, est-ce que c'est possible de m'expliquer un peu dans quel contexte le programme a été créé et à qui il s'adresse exactement? Oui, le programme il a été créé il y a plusieurs années, environ 8 ans, peut-être un petit peu plus. Il a été élaboré en collaboration avec les milieux scolaires de notre région. Et le programme de certificat en accompagnement à l'enseignement primaire, c'est un programme de 30 crédits universitaires qui est offert exclusivement en formation asynchrone, donc à distance. Ses grands objectifs, si vous le voulez, Jessica, il a pour but d'outiller des personnes qui font de la suppléance dans les écoles québécoises ou des personnes qui souhaitent en faire éventuellement de manière à ce qu'ils aient les principaux outils pour bien comprendre les enjeux du renouveau pédagogique puis d'être capable d'intervenir auprès des écoliers du préscolaire ou des élèves du primaire. C'est un programme, donc, comme je le disais, qui est offert entièrement à distance. Les conditions d'admission, c'est la base collégiale ou encore ce qu'on appelle à l'université la base adulte avec expérience pertinente, c'est-à-dire 21 ans d'âge. Ce n'est pas un programme qui va conduire les étudiants et les étudiantes à l'obtention d'un brevet d'enseignement, sauf que c'est un programme qui va les outiller grandement parce que le plan de formation qui est proposé aux étudiantes et aux étudiants, il y a d'abord un certain nombre de cours obligatoires et de cours optionnels. Je peux en nommer quelques-uns. Il y a un tout premier cours obligatoire qu'on va suivre dans ce programme-là, c'est le cours Introduction à la profession enseignante et
projet de formation. D'ailleurs, c'est le seul cours qu'on peut suivre au tout début du programme, qui va donner un aperçu de toute la perspective de la profession enseignante au Québec. Il y a d'autres cours sur les fondements et les stratégies d'intervention en gestion de classe, des cours sur l'univers social, des cours sur la grammaire du français, etc. Donc, c'est un programme de 30 crédits qu'on peut réaliser comme étudiant dans une période de 5 ans si on étudie à temps partiel, à raison de 2 cours par année. Bon, si on suit plus de cours par année parce qu'il est offert sur 3 sessions, on peut cheminer plus rapidement. J'ai vu beaucoup d'étudiantes et d'étudiants terminer en 3 ans à peu près. C'est vraiment très, très apprécié parce que c'est comme aller chercher un coffre d'outils pour intervenir auprès des élèves du primaire. Donc, c'est essentiel. Et je dirais aussi, pour compléter ma réponse, que tous les cours qui font partie du plan de formation du certificat en accompagnement à l'enseignement primaire, ils proviennent de notre programme de baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire. Éventuellement, au fil du temps, on a vu, il y a quelques années, des personnes qui ont décidé de migrer vers un baccalauréat et qui se sont vus reconnaître leurs cours, là, tout dépendant. Toutefois, lorsqu'on parle des cours du certificat à l'accompagnement primaire, si une personne souhaite, on est ici à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, si une personne fait son cours ailleurs au Québec, suit par exemple le certificat, est-ce que c'est possible pour eux de se faire reconnaître ces cours-là dans un baccalauréat d'une autre université? Oui, c'est possible. Là, à ce moment-là, la démarche qu'il faut faire, il faut s'adresser à chaque module là, de l'université. Si par exemple quelqu'un vient de la région de Trois-Rivières, il voudrait faire reconnaître des cours à l'UQTR, bien là, il faudrait que la personne fasse sa demande de reconnaissance d'acquis au module des sciences d'éducation de cette université-là. C'est la même chose pour d'autres régions du Québec, le Saguenay, etc. Et puis, pour les étudiants, on a vu un peu, on a abordé les cours qui vont suivre un peu pendant leur formation. Quels sont les avantages pour eux lorsqu'ils sont sur le marché du travail d'avoir ce certificat-là? L'un des grands avantages, c'est que les centres de services scolaires souhaitent embaucher des personnes qui ont un bagage d'expérience et de compétences. C'est ce qu'on offre présentement. D'ailleurs, toutes les personnes qui assistent ce soir à la rencontre virtuelle savent que présentement au Québec, et même partout ailleurs, là, mais au Québec, on est dans un contexte qui est marqué par une pénurie très forte d'enseignants. Et ce qui est apprécié de la part des centres de services scolaires, c'est de pouvoir embaucher des personnes qui ont un coffre d'outils suffisamment garni, j'emploie cette image-là, pour intervenir auprès des jeunes. Donc, c'est très, très apprécié parce que on ne peut pas se présenter devant une classe d'élèves sans avoir un minimum de connaissances, là, par exemple, relatives à l'enseignement des mathématiques, en français, parce qu'au primaire, bon, on intervient dans plusieurs disciplines. Puis, il faut avoir aussi acquis des connaissances et des compétences sur l'évolution des enfants, comment ils évoluent en bas âge jusqu'à la fin de leur parcours au primaire. Donc, c'est très, très apprécié de la part des centres de services scolaires. Et en résumé, on n'est jamais trop formé, comme on dit. Voilà. Et puis, dites-moi, les personnes qui vont suivre ce certificat sont des gens qui ont déjà un emploi. Donc, comment que cela peut un peu s'imbriquer dans un horaire de travail avec la famille, avec l'emploi? Comment ça fonctionne? Excellente question. Le programme, il a été élaboré en tenant compte de l'importance pour nos étudiantes et nos étudiants de concilier les exigences liées à la famille, le travail, les études. Donc, les cours en formation asynchrone, bien entendu, on ne peut pas faire un cours en formation asynchrone en une semaine. Il y a quand même une session universitaire avec un calendrier défini, sauf que, par exemple, pour un cours donné, il y a toujours des modules de formation qui sont mis en ligne une fois par semaine. Et à ce moment-là, il y a une flexibilité dans l'horaire
puisque c'est pas parce qu'un module de formation est mis en ligne le lundi matin qu'on doit, comme étudiante ou comme étudiant, le faire, le module de formation, le lundi matin. On peut le faire lors d'une autre période dans notre semaine. Donc, on peut, autrement dit, aménager l'horaire de nos études. On peut concilier notre tâche, notre travail étudiant en fonction de nos responsabilités, de nos contraintes personnelles. Donc, puis, je pense que c'est la voie actuelle qu'on a développée au fil du temps ici à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et de plus en plus, c'est un modèle de formation qui répond aux besoins des personnes dans notre société. Voilà. Et puis, on parlait plutôt du brevet d'enseignement. Donc, le certificat en accompagnement à l'enseignement primaire et même celui au secondaire ne donne pas accès au brevet d'enseignement. Est-ce que c'est possible un peu de nous parler du fameux brevet d'enseignement? Qu'est-ce que ça signifie? Le brevet d'enseignement, on l'obtient à la suite d'une formation de baccalauréat à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, un baccalauréat en enseignement, c'est une durée en moyenne de 4 ans. Parce qu'ici, on offre une formule de 3 ans et demi là, au bac pour le primaire, mais je veux dire, la moyenne générale au Québec, c'est 4 ans. Donc, et à la suite des 4 années de formation, bien là, on est recommandé comme étudiante, comme étudiant pour l'obtention du brevet au ministère. Mais ça, c'est différent. Ça, notre programme, il est là vraiment pour outiller des enseignantes et des enseignants non légalement qualifiés, mais qui veulent quand même parfaire leur formation de manière à mieux intervenir auprès des élèves. C'est en ce sens-là que c'est différent. Mais on sait aussi que, bon, depuis quelques années, même je dirais depuis plusieurs années, les universités ont aussi développé d'autres types de programmes comme des maîtrises qualifiantes, mais là, on entre dans un autre sujet. Voilà. Et puis, comme on mentionnait plus tôt, en fait, au niveau des directions, au niveau des centres de services scolaires, c'est un programme, le certificat à l'accompagnement primaire, c'est un programme qui est apprécié au niveau des directions de ressources humaines. Donc, on en parlait un petit peu plus tôt. Donc, c'est certain qu'il ne s'agit pas d'un brevet d'enseignement, mais en fait, les gens, en fait, les directeurs et directrices de ressources humaines trouvent quand même plusieurs avantages à embaucher des diplômés et des étudiants au certificat. Par exemple, j'ai eu l'occasion un peu d'échanger avec une directrice au Centre de services scolaires du Lac-Témiscamingue, soit Mme Josée Beaulé, et elle me mentionnait certains points que je vais vous nommer rapidement. Elle disait d'ailleurs que les personnes qui possèdent ou sont familiarisées avec les différentes notions essentielles lors de la suppléance dans nos écoles se donnent de meilleures chances de vivre une belle expérience en milieu scolaire avec moins d'inconnus et plus d'outils pour relever ces défis, comme on disait plus tôt. Et puis, que ce soit au niveau de la pédagogie ou de la gestion de classe, c'est rassurant pour les centres de services scolaires d'embaucher des personnes qui possèdent une telle qualification, parce que les centres de services scolaires favorisent la formation et la qualification lors du choix des suppléants. Donc, certainement, ce n'est pas le brevet d'enseignement, mais entre un candidat qui possède aucune qualification et une personne qui possède ce certificat, le choix est clair. Les directions de ressources humaines vont aller vers les personnes diplômées ou étudiants au certificat. Donc, elle mentionnait par contre que c'est important pour les personnes qui étudient ou qui sont diplômées du certificat d'informer leur centre de service scolaire et de se faire connaître parce que ces personnes doivent avoir l'information puisque des candidatures en suppléance sont analysées et c'est des informations qui sont très importantes à ajouter au dossier. Donc, important de se faire connaître auprès de vos centres de services scolaires, du moins si vous vous diplômez ou si vous étudiez au certificat. Et on poursuit avec le certificat à l'accompagnement à l'enseignement secondaire, qui est un petit nouveau, un programme nouveau qui a débuté à l'automne 2023. Donc, Bernard, est-ce que vous voulez nous parler un peu de ce programme? Oui, merci Jessica. En fait, on l'a ouvert aux admissions à l'automne 2022. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est pas un problème, mais le programme, il a été élaboré, je l'ai élaboré avec un professeur retraité, Réal Bergeron, en 2019. Et les gens qui ont participé à l'élaboration de ce programme-là provenaient de plusieurs universités du réseau des universités du Québec. Donc, il a une particularité, si on le compare au premier que j'ai présenté, c'est un certificat de 30 crédits, encore une fois, mais qui est offert par association avec d'autres universités.
il ne faudrait pas que j'oublie de les nommer, c'est-à-dire l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université du Québec en Outaouais et l'Université TÉLUQ. Et un petit peu comme pour le programme de certificat en accompagnement à l'enseignement primaire, celui qui est destiné à l'ordre d'enseignement secondaire vise à outiller des personnes qui vont faire de la suppléance dans les écoles secondaires au Québec, de manière à ce qu'elles accroissent leurs connaissances et leurs compétences pour mieux enseigner des disciplines au secondaire. Parce qu'on sait qu'au secondaire, l'enseignant enseigne davantage une discipline. Il est spécialisé comparativement à un enseignant au primaire. Donc, il y a un tronc commun, il y a un plan de formation, il y a un certain nombre de cours obligatoires. Donc, il y a 18 crédits de formation de cours obligatoires. Par exemple, évaluer les apprentissages en milieu scolaire, les fondements et les stratégies d'intervention en gestion de classe. Donc, il y a toute une série de cours obligatoires, puis auxquels se greffent 12 crédits de cours optionnels parmi un certain nombre de disciplines, c'est-à-dire la discipline français, la discipline des mathématiques et celle des sciences et technologies. Donc, une personne, par exemple, qui serait intéressée, qui se sentirait davantage appelée par l'enseignement du français, pourrait faire la majorité, la totalité de ses cours dans la discipline français. Mais cette possibilité-là n'exclut pas une autre option pour une étudiante ou un étudiant de se promener à l'intérieur de plusieurs disciplines dans ces 12 crédits de cours à option. Et ce qu'il faut dire aussi à propos de ce programme-là, c'est que il comporte un degré d'originalité intéressant parce que tous les cours de discipline, ils ont été créés spécifiquement pour ce programme-là. Donc, il y a des cours de 2 crédits, des cours de 1 crédit qui ont été élaborés par des équipes de spécialistes des différentes universités du Québec qui ont participé, en français, en mathématiques, en sciences et technologies. Éventuellement, peut-être qu'on développera d'autres profils de spécialisation là, à l'intérieur de ce programme de certificat-là. Mais il vise vraiment, comme celui que j'ai présenté auparavant, à répondre à des besoins criants de formation, parce que c'est à tous les jours dans l'actualité, on en entend parler. Là. Puis, plus une personne est outillée, plus elle fait des interventions harmonieuses et efficaces en classe. C'est normal, parce que plus on développe de connaissances, bien, plus on est à l'aise comme enseignant ou comme enseignante suppléante à intervenir auprès des élèves. Et voilà. Et dites-moi, on parlait plutôt que c'est une collaboration entre 5 universités. C'est important de mentionner que vous pouvez, comme on vous présente le programme aujourd'hui, en fait, ce soir, mais c'est possible de vous inscrire dans chacune des universités qui a été nommée plus tôt. Et comment est-ce que c'est possible un peu de nous expliquer comment ça se déroule les cours, puisqu'il y a plusieurs cours qui ont été tournés, qui sont offerts par toutes les universités. Donc, comment est-ce que l'étudiant chemine à travers... Comme vous le disiez, Jessica, tout à l'heure, une étudiante, par exemple, qui est dans le secteur, dans la région de Trois-Rivières, peut faire sa demande d'admission à Trois-Rivières dans ce programme-là. Il y a un ensemble de cours qui est programmé pour une année donnée. Et les cours de spécialité se greffent au fur et à mesure de la programmation des sessions ultérieures. Là. On a démarré à l'automne 2022. Il y avait déjà quelques cours obligatoires du tronc, un cours obligatoire du tronc commun qui était offert. Puis ensuite, bien, il y a une programmation de cours qui s'en vient là, pour les prochaines sessions aussi. Mais on peut vraiment, c'était bien de le dire, s'inscrire à partir de sa région là, comme telle. C'est plus simple de fonctionner de cette façon-là. Parfait. Et puis, pour terminer la présentation sur le certificat, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conditions d'admission? Conditions d'admission, c'est la base diplôme d'études collégiales ou encore ce qu'on appelle la clause adulte, là, avoir 21 ans d'âge là, avec une expérience pertinente auprès des adolescents. Voilà. Parfait.
Donc, c'est ce qui termine au niveau de la présentation des certificats à l'accompagnement à l'enseignement primaire et à l'accompagnement à l'enseignement secondaire. Est-ce que vous avez un élément à ajouter, M. Bernard, pour terminer? Pour terminer? Moi, je dirais, le seul élément que j'ajouterais, c'est, je dirais aux personnes qui nous regardent, qui nous écoutent présentement, n'hésitez pas à vous inscrire dans ces programmes-là parce que vous enrichissez votre expérience, puis vos compétences aussi, c'est fondamental. Puis à l'heure actuelle, on traverse une pénurie importante, et même mondiale. C'est partout à travers le monde, mais au Québec, on a vraiment un besoin urgent d'avoir une relève qui est là pour aider les élèves à grandir et à s'épanouir dans la société, parce que l'éducation, c'est la base de tout ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on va devenir dans la vie, il faut passer par les écoles primaires et les écoles secondaires. Voilà. Merci Bernard. On va poursuivre avec un témoignage d'une diplômée au certificat à l'accompagnement primaire, à l'enseignement à l'accompagnement primaire. Donc, nous avons le témoignage de Mme Annie Deschamps. Salut tout le monde, mon nom c'est Annie et je viens de terminer mon certificat en accompagnement en enseignement primaire. Et je l'ai fait à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et j'habite à Montréal. Ben oui, on fait ça en ligne, on prend pas l'autobus 8 heures de temps pour arriver jusque-là, là. Eh non, on n'a pas le temps de faire ça, on travaille à temps plein. Bien oui, moi je travaille dans une école de Montréal, une école primaire. Je suis au service de garde en milieu scolaire. Et donc, en période de pénurie d'enseignants, je suis souvent sollicitée à aller faire des suppléances de 1, 2, 3 jours dans des classes à tous les niveaux. Maintenant, avec mon certificat, je peux avoir beaucoup plus de confiance que j'ai les compétences qu'il faut pour aller prendre la place d'un enseignant pour une courte période de temps. Je trouve que l'UQAT est une université chaleureuse qui encadre très bien les élèves, même quand on est à distance. Alors, comment ça marche? C'est que lorsqu'un cours ouvre, on a une place spéciale en ligne pour y aller. Et là, on voit nos cours, on voit les cours spécifiquement avec tout le matériel de lecture. Après ça, il y a des places pour déposer nos devoirs. Il y a une place pour parler aux autres élèves qui prennent le même cours que nous, échanger si on a besoin. Et bien sûr, on a un prof ou un chargé de cours qui est là pour nous accompagner, très disponible, courriel, peut-être sur Moodle, qui est la plateforme utilisée aussi, parce qu'on peut leur envoyer des choses. Et ce que j'ai le plus aimé, en fait, quand on parle de la plateforme, c'est que lorsqu'on regarde un cours, on peut faire parler les professeurs plus vite. Ben oui, moi, je porte mieux attention quand quelqu'un parle vite. J'ai l'impression qu'il faut que je me concentre plus. Il y a moins de distractions pour moi. Donc, je peux peser un petit bouton et le professeur va parler beaucoup plus vite. Tandis que quelqu'un d'autre pourrait aimer te les faire parler beaucoup plus lentement. Et bien sûr, on sait qu'on peut retourner plusieurs fois en arrière pour réécouter un passage si on l'a pas bien compris. Si on peut pas travailler une semaine, on peut souvent se rattraper dans la fin de semaine. C'est flexible, c'est encadré, les profs sont disponibles. C'est vraiment un programme merveilleux. Qui savait, et pas moi, que j'allais adorer l'univers social et les sciences et technologies? C'est le fun. Le secret caché, en fait, de l'UQAT, c'est un cours qui s'appelle l'atelier d'efficience cognitive en milieu éducatif. C'est avec une prof juste merveilleuse qui s'appelle Louise Lemieux. Et c'est un atelier, en fait, où est-ce qu'on apprend un peu comment faire nos tâches, comment fonctionne notre cerveau, comment faire les choses plus rapidement sans perdre de temps. Le cours aborde le développement de stratégies d'apprentissage et de résolution de problèmes nécessaires au métier d'étudiant. Ça fonctionne pour nous aider, nous, à l'université,
et pour qu'on puisse aider aussi les jeunes à être plus efficients, à perdre moins de temps, à comprendre comment leur cerveau fonctionne. C'est un outil d'aide à la réussite. Ça nous permet d'apprendre et de résoudre des problèmes en évitant le gaspillage de temps. Mais je vous le dis, c'est le fun, c'est intéressant et j'ose même vous dire, là, ça va changer votre vie. Je vous dirais d'essayer le certificat si vous êtes intéressé. C'est sûr qu'au début, le premier cours, wow, on trouve ça gros, surtout si c'est notre première expérience à l'université, mais vraiment, ça vaut la peine. Et je croise mes doigts pour vous, je vous envoie plein d'amour et de bonne chance. Et je vous dis, vous allez pas regretter d'avoir été à l'UQAT. Donc, on est de retour après ce beau témoignage de Annie Deschamps et qui se terminait en parlant de l'efficience cognitive. Donc, ça nous permet de poursuivre justement dans la deuxième partie de notre séance d'information où on va aborder nos 2 micro-programmes qui traitent de l'efficience cognitive avec Madame Louise Lemieux. Mais avant tout, pour vous donner encore plus d'informations sur l'efficience cognitive, nous allons vous présenter une petite vidéo. Qu'est-ce que l'efficience cognitive? Efficience. L'efficience est le rapport entre ce qui est réalisé et les moyens mis en œuvre pour y arriver. Cognitive. Qualifie les processus mentaux permettant d'acquérir des connaissances. Concrètement, l'efficience cognitive, c'est apprendre, résoudre des problèmes, travailler en évitant le gaspillage de temps, d'énergie et de ressources, et le faire avec plaisir, aisance et assurance. Avec le développement effréné des connaissances, des technologies, les gens sont de plus en plus sollicités. La charge mentale augmente et les responsabilités sont nombreuses. L'efficience cognitive s'avère aujourd'hui essentielle pour se garder en équilibre, le conserver, développer son sentiment de compétence et naviguer en toute situation. Que ce soit pendant les études, sur le plan personnel ou professionnel, l'efficience cognitive représente un atout indispensable. C'est pour vous? Donc oui, à l'UQAT, on offre certains cours qui traitent d'efficience cognitive. Donc nous allons poursuivre avec Madame Louise Lemieux. Bonsoir Louise. Vous êtes responsable des programmes depuis quelques années déjà. Et j'aimerais savoir pour vous, quelle est l'importance des sciences cognitives dans un contexte d'enseignement? En fait, l'efficience cognitive, l'éducation cognitive, les sciences cognitives, tous ces différents synonymes, ce que ça veut dire, c'est d'aider les gens à apprendre. Probablement que vous-même, là, qui êtes à l'écoute, vous vous dites, bien, je ne sais pas trop comment mieux gérer ma mémoire, gérer ma concentration, l'impulsivité, organiser mon temps et mes ressources. Cette approche-là, ce domaine-là, vise à développer des connaissances sur comment fonctionne le cerveau et aussi à mettre en place diverses stratégies d'apprentissage et de résolution de problèmes qui vont aider les personnes, autant à l'école que dans leur vie quotidienne, que dans leur vie professionnelle. Fait que c'est pour autant les petits que les grands quand on parle d'éducation cognitive. Donc, à l'UQAT, comme on disait plus tôt, nous offrons 2 micro-programmes, un au premier cycle et un second au deuxième cycle. Est-ce que vous pouvez donner plus d'informations sur le micro-programme de premier cycle en développement de l'efficience personnelle et professionnelle? À qui s'adresse ce programme? Exact. Alors, le micro-programme de premier cycle s'adresse à toute personne désireuse d'améliorer ses façons de faire au travail ou dans sa vie en général. Je le vois un peu comme une formation sur mesure ou une formation continue, je devrais plutôt dire, où on a le goût de développer, de s'améliorer comme personne, comme individu, comme professionnel éventuellement. Cette formation, puis on s'adresse à des gens autant de la jeune vingtaine à plus tard, mon âge à moi par exemple, un peu plus que 50 ans. Et ce qu'on fait, peu importe au moment où vous allez suivre cette formation-là, vous allez toujours développer votre expertise au niveau des stratégies d'apprentissage qui vont être utiles autant au niveau de votre travail que dans votre vie personnelle. C'est souvent une des choses que les étudiants nous apportent. C'est le fun de suivre des cours à l'université, mais celui-là ou ces cours-là, dans le domaine de l'efficience cognitive, nous permettent aussi de développer des choses dans notre vie personnelle et pour la plupart, c'est quelque chose qu'ils apprécient grandement.
C'est aussi ce micro-programme-là s'adresse aussi, ça peut être comme une initiation, si vous voulez, au monde universitaire, parce qu'on offre des cours dans le domaine de l'éducation, des cours en gestion et des cours aussi en santé, entre autres. Donc, vous voyez divers départements de l'éducation. Donc, ça peut vous intéresser et peut-être éventuellement vous dire, bon, ben finalement, moi, c'est dans tel département que je voudrais aller. Et après le micro-programme, il y a des gens qui décident de continuer au certificat éventuellement. Fait que c'est vraiment, c'est une entrée à l'université, mais c'est aussi quelque chose pour vous aider, au niveau personnel et professionnel, pour mousser un peu votre travail ou changer un peu vos perspectives au niveau de votre emploi. Parce que même au niveau du cours, l'atelier d'efficience cognitive, c'est un cours optionnel qu'on trouve même dans le plan de formation du certificat à l'accompagnement à l'enseignement primaire et celui au secondaire également. Tout à fait. Et dites-moi, pour vous, Louis, qu'est-ce qui vous a fait développer la passion des sciences cognitives? Oh, mon Dieu! Ça prend une longue réponse, mais je vais essayer En fait, il y a plusieurs années, j'ai eu quelqu'un dans ma famille qui était super intelligent, mais qui avait de la difficulté à l'école. Et ça m'a beaucoup intriguée. Et bon, pour toutes sortes, on a fait toutes sortes de choses avec lui pour se rendre compte finalement que c'était ses stratégies d'apprentissage qui étaient en difficulté. Et en fait, puis c'est ça, il devait doubler une année scolaire. Et en rencontrant quelqu'un qui faisait de l'efficience cognitive avec lui, il a eu à passer certains tests, tout ça, et il a continué tout le restant de son cheminement régulier. À ce moment-là, moi, j'ai été très accrochée par cette approche-là. Je me disais, mon Dieu, ça aider des gens pour qu'ils puissent choisir par envie et non pas par dépit un métier parce qu'ils sont obligés d'aller dans un métier professionnel parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que là, ils n'ont pas les notes, parce que, bon, je me disais, bien, si on peut aider certaines personnes à faire autrement puis à mieux réaliser leurs rêves, c'est ça qui a donné la piqûre. Et depuis ce temps-là, ça fait plus de 25 ans là, que je tourne autour de cette approche-là. Et ce qui est important dans cette formation-là, c'est vraiment d'amener plus de connaissances aux gens au niveau du fonctionnement de leur cerveau, la mémoire, la concentration, l'impulsivité, la gestion du temps, comment mieux négocier avec le stress, etc., etc. Et que tout ça, et on amène des stratégies simples. On n'a pas inventé le bouton 4 trous, là. C'est des choses qui sont simples, mais qu'on amène à faire un répertoire plus conscientisé de ces différents outils-là qu'on peut mettre en action. Et ce que les gens nous disent par rapport en ayant suivi ce type de formation-là, c'est un développement de leur sentiment d'efficacité personnelle et une meilleure confiance dans leurs moyens pour autant apprendre à résoudre des problèmes au niveau professionnel que dans leur vie de tous les jours. Et au niveau du programme qu'on offre, le micro-programme qu'on offre au deuxième cycle, est-ce qu'on poursuit un peu les mêmes objectifs au niveau de la formation? Au niveau du deuxième cycle, là, on s'adresse à d'autres apprenants, si je peux dire ça comme ça, et apprenantes. C'est vraiment, là, on se retrouve dans un contexte scolaire où on travaille avec des gens du personnel enseignant, les enseignants-enseignantes, psychoéducateurs, travailleurs sociaux qui accompagnent les élèves dans leur cheminement. Et ce, tant au niveau du primaire, secondaire, à l'éducation des adultes, en formation professionnelle. En fait, où il y a quelqu'un qui aide à apprendre, ce programme-là peut être intéressant. On développe aussi dans ce programme-là l'efficience personnelle des gens, de chacun des enseignants et des enseignantes qui suivent le cours, mais on les habilite aussi à devenir des médiateurs. Ça n'a rien à voir avec les médiateurs quand il y a des conflits juridiques. Là, c'est vraiment la médiation. Ce qu'on entend par ça, c'est d'accompagner dans son apprentissage une personne pour l'aider à développer des stratégies, son langage interne, sa métacognition pour que cette personne-là puisse s'autoréguler, donc gérer son anxiété, gérer sa concentration, gérer sa motivation par rapport à une situation particulière d'apprentissage. Donc, ces enseignants et enseignantes-là sont habilités à développer une structure d'activité qui va amener à parler d'une stratégie, la faire connaître, voir si l'élève la possède ou s'il y aurait avantage à mieux la développer, donner des connaissances sur cette stratégie-là, voir comment on peut la mettre en pratique, voir dans différents contextes d'utilisation, maman, elle a fait quoi avec cette stratégie-là, qu'à son travail, etc., etc. Et finalement, peut-être l'élément le plus important, c'est d'amener les enfants à expérimenter ces stratégies-là. Et c'est la même chose aussi au niveau des adultes. On les amène à prendre conscience d'eux, avoir augmenté leur connaissance sur les stratégies, mais surtout les expérimenter régulièrement dans divers contextes. C'est ça qui fait la différence. Puis
Et lorsqu'on parle de stratégie, est-ce que c'est possible de nous donner un exemple concret? Bien sûr. Donc, tout simplement au niveau de la concentration, par exemple. Donc, c'est souvent quelque chose qui est difficile. Donc, les enseignantes et les enseignants peuvent discuter avec leurs élèves. Qu'est-ce que vous pensez de la concentration? Qu'est-ce que c'est? Et dans la classe, ils vont développer certaines stratégies au niveau du son, au niveau de s'isoler, d'avoir quelque chose sur les oreilles. Ils vont développer des temps où pendant 20 minutes, ils vont faire un moment de silence, où ils vont accompagner leur apprentissage d'une musique qui est douce, où ils vont prendre des pauses. Il y a plein de choses de possibles et dans la classe, ils vont discuter c'est quoi les stratégies les plus payantes pour nous autres, pour mieux gérer notre concentration plus longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est fait dans la classe avec les élèves, avec leur enseignante ou enseignant, bien, ils peuvent rapporter ça à la maison éventuellement, puis dire à maman, bien là, après un certain temps, bien, j'ai besoin d'une pause, puis expliquer à leurs parents pourquoi ça peut être intéressant. Fait qu'il y a une belle chimie, puis une belle synergie qui peut s'installer avec les professeurs, puis les élèves et les parents. Merci, Louise. Et au niveau de ces deux programmes, c'est des programmes qui sont offerts à distance? Oui, bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a une particularité au niveau des modes d'enseignement? Bien, en fait, dans le premier, celui qui est de premier cycle, on a les deux cours qui concernent l'efficience particulièrement, sont synchrones. Ça veut dire qu'on vous voit à distance, mais avec tout un groupe d'individus qui suivent la même formation que vous en même temps. Et dans ce micro-programme-là, il y a 2 cours qui sont asynchrones, un peu comme mon collègue l'expliquait tout à l'heure, donc où vous cheminez avec un horaire préétabli dans une session donnée. Pour ce qui est du deuxième cycle, et hier, il y a une cohorte qui se terminait et ce que je peux vous dire, c'est que c'est des cours qui sont synchrones, toujours à distance, dans une classe virtuelle dont Karen va vous donner quelques explications tout à l'heure. Et ces enseignantes-là, en tout cas qui ont fait partie de ces cohortes-là, appréciaient d'être en sous-groupe de temps en temps, puis de développer une certaine communauté d'apprentissage ensemble, mais liée au domaine de l'efficience cognitive. Parce que c'est ça, c'est un domaine qui est différent par rapport à ce qu'ils ont pour la plupart appris là, au niveau du bac, mais qui les aide beaucoup. On va voir tantôt un témoignage de Mélanie, mais hier aussi, parce que je l'ai écouté, fait que je vais vous ajouter qu'est-ce qu'elle n'a pas nécessairement dit, mais elle parlait au niveau des objectifs ou des gains qu'elle a eu par rapport à ce programme-là, de ce qu'elle a apprécié. Bien, d'abord, c'est développer sa propre efficience elle-même, puis de développer les stratégies au niveau des élèves avec des activités simples et très faciles à adapter dans sa classe. Elle a beaucoup apprécié ça. Autre chose, elle, comme d'autres, nous parle qu'en ayant développé des stratégies d'apprentissage avec les élèves, ce que ça fait, c'est que ça amène un langage commun dans la classe. Donc, au lieu de toujours répéter « concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous », bien, des fois, il y a un mot-clé, il y a une image, quelque chose qui a été mis de l'avant par le groupe. Et là, ça peut être autant l'enseignante ou l'enseignant que les élèves qui vont nommer cette petite stratégie-là. Et poups, il y a un ajustement qui va se faire. Donc, au niveau de la gestion de classe, souvent, il y a des gains qui sont faits. La personne parlait aussi de différenciation pédagogique. Donc, elle se sent plus outillée en comprenant mieux les différentes fonctions du cerveau, en comprenant mieux certaines stratégies à proposer. Elle se sent plus habile à accompagner et à développer la métacognition et l'autorégulation de ses élèves. Puis ce qu'elle voit, c'est le développement de leur sentiment de compétence, de leur efficience, bien sûr, mais d'une certaine autonomie. Puis on travaille beaucoup avec des gens dans ce programme-là qui ont une certaine expérience déjà en enseignement. Alors, quand ces gens-là nous disent, bien, ça motive pour ceci, pour cela, moi, je trouve ça toujours vraiment intéressant là, de ces commentaires-là. Puis on est content d'entendre le cheminement qu'ils ont pu faire à l'intérieur du programme qu'ils ont suivi à l'UQAT. On est vraiment content de ça. Et pour justement faire leur admission à ces programmes, est-ce que c'est possible de nous résumer les conditions d'admission pour le programme du premier cycle et du deuxième cycle? Bien, en fait, pour le premier cycle, c'est un DEC, un diplôme d'études collégiales, peu importe le domaine, parce que là, vous êtes inscrit
Et c'est votre développement personnel et professionnel. Donc, peu importe le domaine duquel vous venez. Sinon, ça peut être 21 ans avec une expérience de travail éventuellement. Pour le deuxième cycle, bien évidemment, ça prend un bac en enseignement ou des bacs avec de l'expérience dans le monde de l'enseignement. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de psychoéducateurs, travailleurs sociaux. Ces gens-là peuvent aussi, s'ils sont dans le domaine, dans l'encadrement des étudiants, dans l'aide à l'apprentissage, peuvent aussi suivre ces formations-là. Et des gens qui ont des bacs aussi en, je vais le dire, éducation professionnelle, c'est aussi possible. Là. En fait, à partir du moment où vous êtes dans un milieu de formation, vous pouvez suivre cette formation-là qui va vous habiliter à devenir un médiateur, c'est-à-dire d'aider vos élèves à développer leur efficience cognitive en lien avec des stratégies d'apprentissage. Merci. Merci, Louise. Ça fait plaisir. Comme on disait plus tôt, on va vous présenter un témoignage d'une finissante au microprogramme de deuxième cycle. Donc, voici le témoignage de Mélanie Lachapelle. Bonjour, mon nom est Mélanie Lachapelle. Je suis enseignante de deuxième année dans une école de Montréal. Je me suis inscrite au microprogramme en 2021. Avec la pandémie, je crois que j'avais besoin d'un nouveau défi et de redonner un second souffle à ma carrière. Je l'ai jamais regretté d'ailleurs. J'avais entendu parler du programme par l'entremise d'une amie là, qui venait de donner des ateliers du programme Apprendre à apprendre à mes élèves là, qui ont 7-8 ans. Et dès le début, j'étais fascinée par l'intérêt que suscitaient les ateliers auprès de mes élèves. Donc, je trouvais que si plusieurs étaient capables là, de réinvestir les stratégies enseignées, étaient capables de les réinvestir au quotidien, dans leur quotidien. Puis, c'est ça. Fait que je trouvais puis ça formidable là, compte tenu de leur âge. Ce que j'ai vraiment, dès le départ, là, j'ai vraiment apprécié la démarche réflexive proposée dans le microprogramme. Les stratégies enseignées concernent là, des grands thèmes, dont l'impulsivité, l'attention-concentration, la motivation, la gestion du stress, la résolution de problèmes. Ce sont tous des éléments là qui ont une incidence sur la réussite scolaire des élèves, on le sait. Et ce que je remarque, c'est que depuis que j'ai débuté la formation, je me sens moins impuissante devant les difficultés ou les défis rencontrés par certains élèves. Je me sens plus outillée, mieux outillée à les outiller. J'aime également le fait que les stratégies que je leur enseigne leur permettent d'être plus actifs, de jouer un rôle plus actif dans leur apprentissage. Donc, je remarque que certains là développent un meilleur sentiment de compétence. J'aime également le fait que la formation nous fait prendre conscience là de l'importance de faire des essais et des erreurs et que ça fait partie de l'apprentissage. Donc, et même moi, je peux me mettre à l'avant-plan parfois puis dire à mes élèves, voyez, si j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas fonctionné, mais je vais utiliser une stratégie pour que ça aille mieux la prochaine fois. Donc, même Mélanie, l'enseignante, ou Mélanie, l'être humain, bénéficie de toutes ces stratégies-là qu'on nous enseigne pendant le micro-programme. Voilà, bonne journée. 6, 5, 3. On poursuit la présentation avec Mme Karen Richer, qui est chargée de projet en formation à distance à l'UQAT. Donc, Karen, vous allez nous expliquer un peu plus en détail les modes d'enseignement qu'on a à l'UQAT et un peu plus de détails là, sur notre façon de faire ici. Oui, Jessica. Et je suis certaine que vous êtes comme moi, vous avez écouté Bernard et Louise, vous avez envie de vous inscrire à nos programmes, de vous inscrire à nos cours.
D'entrée de jeu, j'aimerais vous dire qu'on a parlé, que ça fait quelques années qu'on offre les programmes en éducation, mais ça fait déjà plus de 30 ans qu'on offre de la formation à distance à l'UQAT. Donc, ça fait vraiment partie de nos façons de faire. On dit même que ça fait partie de notre ADN parce qu'il y a plus de 30 ans, on voulait être accessible sur nos territoires, donc on avait développé ces façons de faire-là. Ce que ça crée à l'UQAT, cette culture de formation à distance, c'est que les différents services, nos différents outils sont vraiment adaptés à accueillir et à accompagner des étudiants à distance. Donc, vous n'êtes pas parachuté dans une université où vous sentez que vous ne faites pas vraiment partie de la communauté universitaire. On est vraiment toujours content d'accueillir des étudiants à distance et nos services et nos outils sont prêts pour ça. Dans les capsules étudiantes, on a vu Annie qui nous a parlé, on a entendu Annie, pardon, qui nous a parlé de Moodle, de nos plateformes qui sont facilitantes. Et tous nos outils sont numériques pour vous permettre, à partir de la maison, du travail, d'accéder aux services, au contenu de nos différents cours. Et ça, c'est vraiment important pour nous. On comprend très bien que vous avez à concilier la famille, le travail, les études, et on a organisé l'ensemble de nos outils pour vous permettre de faire ça. Donc, quand vous voulez vous inscrire à un cours en formation à distance, un programme, comment ça fonctionne? D'abord, je dois spécifier qu'on travaille avec des sessions à l'UQAT. Donc, une session d'automne, une session d'hiver et une session d'été pour vraiment vous permettre de cheminer avec des groupes. Je me fais souvent poser la question en me disant, mais est-ce que je peux commencer à n'importe quel moment? On a choisi à l'UQAT, très volontairement, de vous faire commencer en même temps qu'un groupe. On en a parlé un peu tantôt, les interactions entre les étudiants, c'est important pour nous. La possibilité de poser des questions à votre professeur, à votre chargé de cours. Donc, en cheminant en session, on vous donne vraiment un groupe et une méthode pour vous permettre de demeurer motivé, de garder la bonne cadence et de cheminer dans vos études. On a parlé des différents modes d'enseignement. Bernard nous a parlé de cours qui sont faits de façon asynchrone et Louise nous a parlé de cours qui sont faits de façon synchrone. Donc, on va voir un peu comment ça se détaille. Dans les deux certificats à l'enseignement au primaire et au secondaire, en fait, tous les cours ont été filmés dans des studios comme on est ce soir, en fait, et les cours ont vraiment été développés dans un mode formation à distance avec une équipe de conseillers en pédagogie universitaire, de professeurs, chargés de cours compétents, de techniciens. Donc, une belle équipe qui est vraiment dévouée à la formation à distance et qui a réfléchi chacun des cours pour vous. Donc, tous les cours sont déjà filmés, les contenus sont déjà filmés. Sur votre plateforme, vous allez retrouver beaucoup de capsules vidéo, des lectures, des dépôts de devoirs et aussi la possibilité de faire vos examens directement en ligne. Une petite particularité sur les vidéos, je le dis parce que sur les vidéos qu'on fait, parce qu'on se le fait souvent nommer, on a mis l'accent, oui, sur les professeurs et les chargés de cours, leur expertise, mais aussi sur les milieux. Donc, vous allez voir, on se déplace dans les écoles, on va rencontrer des élèves au primaire, au secondaire, des directions d'école, des spécialistes. On a vraiment mis en valeur l'ancrage que l'UQAT a dans ces milieux et ça, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir une belle connexion toujours entre la théorie et la pratique. Ces vidéos-là sont disponibles, vous pouvez les écouter, réécouter, annoter, même vous pouvez prendre des notes directement dans nos outils vidéo. Donc, les outils sont faits pour des étudiants qui cheminent à leur rythme. Quand on parle de formation synchrone, Louise nous en a parlé un peu, donc on a un horaire préétabli. Par exemple, on pourrait avoir le cours EDU 2540 qui se passe le mardi soir. Tous les mardis soirs, on va se connecter à une plateforme qui est vraiment une plateforme qui a été développée aussi pour le milieu de l'enseignement, donc où le professeur va retrouver les mêmes outils d'annotation, de travail en équipe. Louise nous en a parlé, travailler en petites équipes et vous allez vraiment vous sentir comme si vous étiez dans une classe physique, mais dans un environnement numérique avec la capacité à parler à vos professeurs enseignants et aussi à vos collègues de travail. Donc, peu importe la façon dont les cours ont été produits à l'UQAT, j'aimerais mentionner que l'encadrement de proximité, c'est vraiment une des forces qu'on a. Donc, pour chaque étudiant qui est inscrit à l'UQAT, il va être pairé avec soit un professeur, soit un tuteur qui est attitré à l'accompagner, à répondre à ses questions, à lui donner des périodes de disponibilité.
Et je l'entends régulièrement à l'UQAT. Les tuteurs sont toujours contents d'avoir des questions, d'accompagner les étudiants. Donc, c'est vraiment une particularité et une fierté qu'on a d'être en mesure de vraiment accompagner chacun des étudiants. Je fais une petite particularité sur les autres universités avec lesquelles on travaille. Bernard nous a parlé du certificat en accompagnement au secondaire. Sachez que les cours sont bien arrimés, que les équipes comme la mienne, on travaille tous ensemble à l'UQTR, à l'UQO, à la TELUC, ici, pour s'assurer que lorsque vous cheminez d'un cours à l'autre, ça va être très cohérent et vous vous sentirez vraiment dans le même certificat. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu dans ma présentation, la majorité des services, bien en fait, tous nos services sont conçus aussi pour les étudiants à distance. Et je vais vous inviter à écouter une capsule de mon collègue Pierre Bédard qui va vous présenter les quelques services qui sont souvent le plus demandés, mais je vous invite vraiment à visiter notre site uqat.ca pour voir la panoplie des services qui vous seront offerts comme étudiants en formation à distance. Donc, sans plus tarder, mon collègue Pierre Bédard. Bonjour, mon nom est Pierre Bédard et je suis conseiller pour les services aux étudiants. Je suis ici pour vous présenter quelques ressources parmi celles qui sont offertes aux personnes qui s'inscrivent à l'un de nos programmes en formation à distance. Débutons avec le Bureau d'aide à la réussite qui offre du soutien pour tout ce qui a trait aux responsabilités qui viennent avec les études, que ce soit pour l'organisation, la gestion du temps, la conciliation avec le travail ou la famille. Nous avons une équipe que vous pouvez rencontrer virtuellement pour vous soutenir. Nous offrons également de nombreux ateliers tout au long de la session qui traitent des stratégies les plus aidantes. On poursuit avec l'équipe des besoins particuliers et étudiantes ou étudiants en situation de handicap. Si vous avez un diagnostic, un trouble ou un handicap, qu'il soit temporaire ou permanent, pouvant venir influencer votre parcours, nous avons une équipe dédiée à vous accompagner tout au long de vos études avec nous. Plusieurs se questionnent souvent sur leur capacité informatique quand vient le temps de décider de faire de l'apprentissage à distance. Nous, à l'UQAT, on offre un support personnalisé par des gens avec qui vous pouvez discuter. Nous serons là non seulement pour vos questions sur les plateformes, mais également pour vous aider avec les logiciels les plus courants lors de votre formation. Et sachez qu'en tout temps, vous pouvez également retrouver de courtes capsules vidéo pour vous guider de façon autonome. Lorsque vous êtes étudiante ou étudiant avec nous, vous avez accès à une équipe de soutien psychosocial. Nos intervenantes sont là pour vous aider à vivre une expérience universitaire positive et enrichissante. Et leurs services sont gratuits et confidentiels. Afin de vous aider avec les questions d'aide financière, nous avons une ressource qui est dédiée à répondre à vos interrogations. Elle est là pour vous assister avec les formulaires du programme d'aide financière du gouvernement ou pour vous informer sur les nombreuses bourses qui vous sont offertes. Être étudiante ou étudiant à l'UQAT, c'est aussi de profiter de belles activités organisées par notre équipe en charge de la vie étudiante. Au courant de l'année, nous vous offrons de nombreux événements réalisés en mode présentiel et virtuel, des concerts, des visionnements de films et bien d'autres. Pour vous soutenir dans vos cours, nos équipes ont développé une expertise pour la formation à distance. Par exemple, l'équipe de la bibliothèque peut organiser gratuitement l'envoi et le retour par la poste d'un document physique que vous avez besoin pour un travail. Vous avez le droit à une tonne de ressources numériques et si vous avez besoin d'aide, nos bibliothécaires sont les expertes pour vous soutenir. Nous avons également un service de révision de travaux par des monitrices et des moniteurs afin de garantir une correction optimale. Finalement, depuis des années, l'UQAT tisse des liens serrés avec les nations autochtones du Québec. Nous avons une équipe dédiée à soutenir nos étudiantes et étudiants issus de ces communautés avec un savoir authentique sur les approches, les traditions et les réalités qui leur sont propres. Voilà, c'était quelques services parmi de nombreux autres qui sont offerts à notre communauté étudiante à distance. Donc, vous voyez qu'en s'inscrivant à l'UQAT, on n'est jamais vraiment seul devant notre écran à faire notre cours. Il y a toute une panoplie de gens qui sont là pour vous soutenir. Le temps file, nous allons déjà passer à la période de questions.
Donc, on devait vous présenter une vidéo sur la reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, puisque cette vidéo-là était une durée quand même plus longue, nous allons vous l'envoyer par courriel en même temps qu'on va vous envoyer les informations pour l'admission sans frais. Donc, on va passer tout de suite à la période de questions avec Louise et Bernard. Donc, durant la séance d'information, nous avons reçu des questions par l'outil questions-réponses de Zoom, des gens qui nous écoutent à distance. Et donc, la première question pour vous, Bernard, est-ce qu'il y a un stage à faire dans le certificat à l'accompagnement à l'enseignement primaire? Non, il n'y a pas de stage à faire, Jessica, dans ce programme-là. C'est dans les programmes de baccalauréat qu'on a des stages. Et est-ce que nous sommes obligés, toujours dans les certificats, de faire 3 sessions pour les certificats primaires et secondaires? Est-ce on peut... la session d'été n'est pas obligatoire. Alors, est-ce qu'on fait la session d'été hiver, été, oui, non? Excellente question. Ce n'est pas obligatoire de faire 3 sessions d'affilée par année. Ça, c'est des choix d'étudiants et d'étudiantes. Et comme je le disais au début dans la présentation de ces 2 programmes de certificats-là, la durée pour compléter le programme peut varier. Donc, il faudra contacter Sylvie Bergeron, là, qui est ici ce soir en ligne pour ce type de questions-là. Là. En combien de temps je peux réaliser mon programme? Bon, tout ça dépend des cours qu'on suit au fil du temps, puis du nombre de sessions. À ma connaissance, au plus court, c'est 3 ans à peu près en moyenne, mais Sylvie pourrait vous donner davantage d'informations à ce sujet-là. Et de votre côté, Louise, au niveau du cheminement, est-ce que c'est possible de faire les cours à l'été également? Au niveau du programme, de micro-programme de premier cycle, oui, c'est possible de faire les cours. On peut le faire sur 4 sessions. On évite, en fait, de faire plus d'un cours par session parce qu'on souhaite une grande appropriation de chacun des cours au fil du cheminement. Donc, c'est vraiment un cours par session et pas plus idéalement. Au niveau du cheminement de 2e cycle, c'est un premier cours de 6 crédits pour la première année et un autre cours de 3 crédits pour l'année suivante, sur une demi-année ou une année, là, dépendant comment on structure la formation. Donc, dans les 2 cas, dans le premier cas, c'est 2 ans, puis dans l'autre, à peu près 1 année et demie. Parfait. Et dites-moi, au niveau des travaux de classe, est-ce que c'est majoritairement individuel ou il y a également des travaux de groupe à faire? Donc, pour peut-être dans le certificat? Je peux parler à partir de ma propre expérience. J'ai élaboré un cours médiatisé avec l'équipe du service pédagogique de formation à distance il y a quelques années. Et malheureusement, je ne fais pas faire de travaux d'équipe parce que c'est difficile là, dans certains contextes de se réunir, mais ce n'est pas exclu que dans certaines formules de cours, on ne retrouve pas un dispositif de travail d'équipe. Là. Mais parfois, ça peut être plus difficile. Là, ça varie. Ça doit varier d'un cours à l'autre parce qu'il y a une diversité de formules pédagogiques qui sont utilisées par les professeurs et les chargés de cours. Voilà. De votre côté, pour les micro-programmes? En fait, le micro-programme de 2e cycle, celui qui s'adresse surtout dans le monde de l'enseignement, il n'y a pas d'examen. 2, c'est un cheminement personnel, mais un peu comme dans l'émission, un souper presque parfait. Alors, vous développez des ateliers pour développer l'efficience cognitive des élèves pour votre classe et tous les autres enseignantes et enseignants de votre cohorte, on va distribuer à tout le monde le matériel que tout le monde a construit. Donc, vous allez vous retrouver avec vos travaux et les travaux de l'ensemble des collègues. Fait que ça fait, à la fin de la formation, plusieurs activités potentielles de montée à ajuster, bien sûr, à vos étudiants, mais vous avez un matériel quand même intéressant. Du côté du micro-programme de premier cycle, les 2 cours qui touchent l'efficience, c'est des travaux personnels seulement. Pour les 2 autres cours, il y a des examens dans les 2 autres cours, celui qui est en gestion. Là, je ne suis pas certaine, dans un des 2, je pense qu'il y a un travail d'équipe, mais avec une formule particulière, puis avec les outils qu'on peut utiliser à distance maintenant, c'est quand même quelque chose qui est faisable. Mais c'est ça, dans ce qui touche l'efficience, il n'y a pas de travaux d'équipe, ça c'est certain. Parfait. Et on parlait qu'on souhaite favoriser la conciliation au niveau de travail, famille, études. On parle d'environ de combien de temps d'études par semaine pour un cours?
Il faut calculer environ 9 heures d'investissement pour un bloc de 3 heures. Si on dit que parce qu'un bloc traditionnel de cours à l'université, c'est 3 heures. Bon, chaque module de formation d'un cours asynchrone ne dure pas nécessairement 3 heures, mais il faut calculer au moins un investissement minimal de 6 heures pour un bloc de 3 heures, mais pour être réaliste, là, c'est au moins 9 heures d'investissement pour 3 heures de cours ou de visionnement, de lecture là, qu'on va chercher à partir de la plateforme Moodle. C'est certain qu'il faut prendre... Il y a un temps pour... oui, il y a un temps pour apprendre, aussi banal que ma formule puisse paraître, mais il faut prendre le temps d'apprendre. Louise le disait tout à l'heure quand elle a présenté ses programmes. Il faut se laisser le temps de réfléchir, puis comment je dirais, d'intégrer tout ce qui est présenté, tout ce qui est montré au fil du temps ou au fil d'une session. Voilà. Merci. Donc, c'est ce qui conclut la période de questions. Il y a plusieurs questions qui ont été répondues tout au long de la séance d'information. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas répondues au courant de la séance, c'est possible de nous écrire à recrutement@ucat.ca et puis nous allons transférer vos questions à nos intervenants qui sont avec nous ce soir. Donc, je vais vous donner les informations sur l'admission sans frais parce que, comme vous étiez avec nous ce soir, vous avez accès à l'admission sans frais qui est une valeur de 75 $. Donc, vous allez recevoir l'information par courriel. Vous allez devoir utiliser un code promotionnel. Donc, lorsque vous allez remplir votre formulaire d'admission en ligne sur le site ucat.ca, vous allez avoir un onglet indiqué « Promotion » où vous allez devoir écrire le code promotionnel qui vous sera, comme je disais plus tôt, inscrit dans un courriel qui va vous être envoyé durant la soirée. Donc, demain matin, il sera dans votre boîte courriel. Si vous avez des questions à propos du code promotionnel, vous pouvez également nous écrire. Donc, on va pouvoir vous aider un peu à faire votre demande d'admission puisque vous avez jusqu'au 27 avril à 23h59 pour déposer votre admission sans frais. Par la suite, ce sera bien sûr possible de faire votre demande d'admission, mais cette fois-ci, ce sera en payant les frais au niveau de l'admission. De plus, vous avez, comme je vous dis, on va vous envoyer le courriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Et ce soir, je voulais vous mentionner qu'on devait aborder le programme de maîtrise qualifiante à l'enseignement secondaire. Donc, le programme va vous être présenté dans une autre séance d'information qui va être plus spécifique pour la maîtrise. Et puis, nous allons également avoir, en fait, l'UQAT a le projet de travailler sur un projet de DESS en enseignement. On ne peut pas vous donner plus de détails pour le moment. Toutefois, si vous êtes intéressé à participer à cette séance qui va vraiment porter sur la maîtrise qualifiante et sur un nouveau programme, n'hésitez pas à nous écrire votre adresse courriel et puis on va vous envoyer l'information le temps venu. Donc voilà, c'est ce qui termine la séance d'information. Je voudrais vous remercier, Louise et Bernard, d'avoir partagé les informations sur les programmes avec autant de passion. C'est toujours agréable de vous entendre. Un grand plaisir. Merci. 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 Puis merci aussi à nos collègues, là, Mélissa, en fait Mylène et Sylvie qui étaient là pour répondre à vos questions. Merci à toute l'équipe technique, évidemment. Et merci à vous, à la maison, d'avoir été présents pour cette séance d'information. J'espère que vous avez apprécié. Et puis, au plaisir de vous compter peut-être parmi nos étudiants et étudiantes à l'automne 2023. Merci et bonne soirée.